J'avais 8 ans quand Julien me poussa dans l'escalier et me cassa le poignet. Il pleura devant nos parents, jura que c'était un accident. Pourtant, c'est moi qu'on punit, accusé d'avoir provoqué la dispute. C'était toujours ainsi dans notre maison. Julien créait le chaos, et moi j'étais celui qui en payait le prix, soit en nettoyant derrière lui, soit en subissant la sanction. Julien, c'était le garçon au sourire éclatant, aux mensonges habiles, à l'auréole qu'aucun adulte ne remettait jamais en question. Moi, j'étais celui qui rendait l'air lourd, qui dérangeait l'équilibre fragile de la famille. Il avait le droit à tout. Sauter l'école, voler de l'argent dans le portefeuille de notre père, répondre à notre mère sans aucun respect. On appelait ça « être un garçon ». Moi, j'avais droit au sermon pour être trop sensible, trop émotif, trop. Si je pleurais, on me reprochait de faire des scènes. Si je défendais ma place, on m'accusait d'être la source des tensions qui empoisonnaient l'atmosphère familiale. À 13 ans, j'avais déjà appris à me taire. Ma chambre était mon refuge. Porte verrouillée, casque vissé sur les oreilles, cahier de cours étalé pour me distraire. Julien entrait quand il voulait, prenait CE qui l'intéressait, se moquait du reste. Mes parents, eux, ne levaient même plus les yeux. À chaque anniversaire, j'avais droit à une carte cadeau et une étreinte maladroite. Lui, on lui offrait des fêtes, du bruit, de l'attention. Chaque année, je rapetissais un peu plus à l'intérieur. À 17 ans, j'ai mis toutes mes affaires dans 2 sacs et je suis parti sans plan. J'avais fini de prétendre que cette maison était la mienne. Personne ne m'a retenu. Personne n'a appelé. C'était comme s'ils attendaient depuis toujours que je disparaisse. J'ai survécu grâce au canapé d'amis, à des petits boulots mal payés. J'ai appris à vivre avec presque rien, à m'habituer au silence. Ce n'était pas encore la liberté, mais ça en avait le goût. Des années plus tard, quand le monde s'écroula et que je n'avais plus nulle part où aller, j'ai eu la faiblesse de les appeler. Quand l'hôtel où je travaillais a fermé, ils ne nous ont même pas convoqués. Un simple mail groupé et un dernier salaire qui couvrait à peine 1 mois de loyer. 3 semaines pour trouver une solution. Ma colocataire fit ses valises en 2 jours, retourna chez SES Parents. Moi, je n'avais pas cette option. J'ai vendu CE que je pouvais, donné le reste, et j'ai utilisé mes dernières économies pour acheter un vieux module de camping à poser sur mon pick-up. Ça fuyait quand il pleuvait, ça sentait le carton mouillé, mais c'était à moi. J'ai appelé ma mère, demandé si je pouvais me garer dans leur allée quelques semaines. Elle a hésité, dit qu'il y avait déjà trop de monde. Julien et Meera avaient emménagé chez eux, la maison était pleine. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Meera. « J'espère que la benne du camion est confortable. » Alors j'ai trouvé un parking de supermarché qui ne remorquait pas les véhicules et j'y ai vécu. Je tirais un câble d'une prise de l'église quand personne ne regardait. Je me lavais dans une salle de sport ouverte 24h24. C'était le plus bas que j'ai connu. Mais dans CE Silence, j'ai appris à survivre sans demander. J'ai découvert CE dont j'avais réellement besoin. CE que je pouvais supporter. J'ai appris à dormir malgré les sirènes, à me réveiller sans peur. Je ne le savais pas encore, mais CE Module, celui dont il se moquait, était la première chose qui m'appartenait vraiment. Le travail est arrivé par l'ami d'un ami, dans un entrepôt de logistique à la ville voisine. Pas glamour, des cartons, des chariots élévateurs, des horaires impossibles. Mais c'était mieux que le salaire minimum et on ne posait pas trop de questions. Le chef, un grand type nommé Ron, la peau marquée par le soleil et le rire rauque d'un fumeur, a jeté un œil au module sur ma benne et a juste hoché la tête. J'ai garé mon pick-up près de la clôture arrière, là où personne ne regardait 2 fois. Tant que j'étais à l'heure et que je faisais mon boulot, personne ne disait rien. Cette routine m'a sauvé. Les matinées commençaient avant le lever du soleil. Gants aux mains, je chargeais des palettes, la tête baissée. Personne ne se souciait de qui j'étais ou d'où je dormais. Ce qui comptait, c'était que je sois présent et que je fournisse l'effort. Et je l'ai fait. Toutes les heures supplémentaires possibles. Chaque week-end que personne d'autre ne voulait. Je n'avais nulle part où aller et travailler m'empêchait de dériver. Quand il faisait froid, Ron me laissait brancher un câble épais au mur du bâtiment pour mon petit radiateur. Je lui avais proposé de bosser les dimanches gratuitement pour compenser l'électricité.
Il m'a repoussé d'un geste, mais j'ai travaillé CES dimanche quand même. Petit à petit, mon compte épargne a commencé à se remplir. Avec mes premières économies, j'ai acheté des PNES neufs, remplacé l'isolation du module, pris un abonnement à la salle de sport uniquement pour les douches. Les week-ends, je restais assis dans le camion avec une boisson chaude, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Et, malgré l'odeur de carton humide et l'espace étroit, je me sentais en sécurité. Ce n'était pas seulement un abri. C'était chez moi. Je gardais mon monde minuscule. Pas d'appel à ma famille, pas de publication sur les réseaux sociaux. J'avais cessé de me demander si quelqu'un savait encore que j'existais. Ce silence qui autrefois m'étouffait était devenu ma liberté. Les mois s'écoulèrent ainsi, calmes et réglés comme une horloge. Puis, un après-midi, après un long service, alors que je marchais vers mon pick-up, mon regard s'arrêta sur une feuille scotchée au mur du réfectoire. Une annonce. Une maison. Petite, proche, abordable. Je n'aurais jamais cru prendre le numéro, mais ma main se tendit avant même que j'y réfléchisse. La maison n'avait rien de spécial. Un pavillon préfabriqué, 3 chambres, du bardage terni, une marche branlante à l'entrée. Mais il y avait de la plomberie, un vrai toit, des murs solides. Et surtout, CE seraient mes murs. J'ai mis presque chaque centime économisé dans l'apport initial. Quand je suis sorti du bureau de prêt, les papiers signés dans ma main, je me suis effondré en larmes sur le parking. Pas de tristesse, non. Quelque chose entre l'épuisement, le soulagement et l'incrédulité. Je n'ai rien dit à personne pendant plusieurs jours. Je passais simplement en voiture le soir, regardais cette maison immobile sous la lumière pâle du porche, comme si elle m'attendait. Quand j'y ai enfin emménagé, j'ai dormi à même le sol la première nuit, 2 couvertures sur moi, un petit radiateur à côté. J'ai dormi comme jamais depuis des années. Le lendemain, j'ai garé le pick-up derrière et j'ai détaché le module de la benne. Je l'ai nettoyé, recouvert d'une bâche et laissé près de la clôture. Un rappel silencieux du chemin parcouru. 1 semaine plus tard, sur une impulsion, j'ai posté une photo sur Facebook. Juste la lumière du porche et le numéro de la maison. Légende. J'ai construit cette vie depuis la benne d'un camion. Je n'attendais rien. J'ai reçu quelques « j'aime », un message d'un ancien collègue. Puis le silence. 3 semaines plus tard, ils ont débarqué. Julien, Meera, mes parents, tous ensemble, comme s'ils venaient à une réunion de famille. Je ne leur avais jamais donné mon adresse. Ils ne m'avaient pas demandé s'ils pouvaient venir. J'ai ouvert la porte, stupéfait, et ils ont poussé l'entrée avant que je puisse dire un mot. Ils ont traversé les pièces comme des touristes dans une maison témoin. Meera a murmuré quelque chose à l'oreille de Julien et a pouffé. Ma mère a hoché la tête avec un sourire. « Tu as beaucoup de place pour quelqu'un tout seul », dit-elle en caressant le mur du couloir. Mon père, lui, restait dans la cuisine, observant autour comme s'il réfléchissait déjà à réorganiser les placards. Moi, je ne parlais presque pas. Je les suivais de pièce en pièce, le cœur battant, la bouche sèche. C'était comme regarder une lente invasion. Quand ils sont enfin partis, Julien s'attarda près de la porte, une main sur l'encadrement. « On se parle bientôt, lança-t-il. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Le lendemain après-midi, il revint, seul cette fois, un gobelet de café à la main, cette décontraction arrogante qu'il portait comme une seconde peau. Il ne frappa pas vraiment, juste un petit coup avant d'entrer, comme s'il s'agissait encore de notre maison d'enfance et que moi, je n'étais qu'un invité. « J'ai réfléchi », commença-t-il en s'installant dans ma cuisine, comme si la chaise lui appartenait. Cet endroit serait parfait pour nous. C'est plus près de mon boulot et le secteur scolaire est meilleur. Tu as des chambres en trop. Il prit une gorgée et sourit, sûr de lui, comme s'il venait de m'offrir un billet gagnant du loto. Meera est encore enceinte, au fait. Alors oui, on pourrait vraiment utiliser cet espace. Je le fixai, attendant la chute, la blague. Elle ne vint pas. Tu serais toujours là, évidemment, ajouta-t-il en agitant la main, comme si tout était déjà validé. Mais il nous faudrait la chambre principale pour le bébé. Toi, tu pourrais prendre la petite ou... Franchement, retourner dans le module. Tu étais à l'aise dedans avant, non ? Je ne répondis pas. Il se cala contre le dossier, tambourina du doigt sur la table.
Il faudrait quand même un minimum de règles, bien sûr. Des heures calmes, pas d'invités sans notre accord. On partagerait les courses, mais Meera cuisine, donc ça serait un avantage pour toi. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas violemment, pas comme une explosion, plutôt comme un fil tendu trop longtemps qui finit par céder. Je me suis levé, les paumes à plat sur la table, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, dis-je. Il cligna des yeux, perdu. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire que vous n'emménagerez pas. Tu ne réarrangeras pas ma maison. Tu ne fixeras pas de règles. Et je ne dormirai pas dans un module pour que toi et Meera puissiez jouer à la famille dans quelque chose que vous n'avez pas gagné. Son sourire vacilla. Alexandre, sois raisonnable. J'ai été raisonnable toute ma vie. Quand maman t'a laissé mentir sur mon poignet cassé, j'ai été raisonnable. Quand tu as siphonné mon fonds pour la fac avec tes projets bidons, j'ai été raisonnable. Même quand vous m'avez laissé vivre derrière un entrepôt sans jamais demander où j'étais, j'ai été raisonnable. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne lui en laissai pas l'occasion. Cette maison est à moi, rien qu'à moi. Tu n'y mettras pas les pieds. Julien partit sans finir son café. Et pour la première fois depuis des années, le silence qui suivit fut un silence choisi. C'était un jeudi après-midi. En rentrant du travail, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Le paillasson n'était plus à sa place. La lumière du porche restait allumée en plein jour. Les stores du salon, d'habitude toujours tirés, étaient ouverts. J'ai inséré ma clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. J'ai réessayé, plus lentement, la main tremblante. Rien. Je suis passé par le côté de la maison et j'ai vu le pick-up de Julien garé au bord du trottoir, la ridelle abaissée. À travers la fenêtre, j'ai aperçu Meera en train d'empiler des cartons dans mon couloir, comme si elle y avait toujours vécu. Julien apparut derrière elle, tenant une de mes couvertures. Il n'était pas en train de s'installer. Il s'était installé. J'ai frappé fort, une fois, 2 fois. Meera tourna la tête et esquissa un sourire en coin. Julien vint ouvrir, sans même feindre la gêne. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, comme si j'étais l'intrus. « C'est ma maison !» répondis-je, la voix glaciale. Il brandit alors un papier plié, déjà froissé et taché. « Tu as signé cet accord de location. Tu nous as dit qu'on pouvait rester un moment. » Mon nom était griffonné au bas de la page. La signature ne ressemblait même pas à la mienne. « Tu as falsifié ça ?» dis-je. Meera surgit derrière lui, les bras croisés, le ventre déjà arrondi. « Ne dramatise pas, Alexandre. Tu as laissé la porte grande ouverte. Nous avons simplement rendu les choses officielles. » J'ai sorti mon téléphone et commencé à filmer. Julien a tenté de bloquer la caméra, mais je continuais. « Vous êtes en train de vous introduire chez moi ?» ai-je dit calmement. « Et vous avez forcé ma serrure. » Meera a bondi, m'a arraché le téléphone des mains et l'a jeté au sol. L'appareil filmait toujours. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés en moins de 10 minutes. J'ai montré mon acte de propriété, les messages, même la publication Facebook avec le numéro de la maison et la date. Julien a bafouillé, brandissant encore CE faux bail. Meera a insulté les agents, hurlant que j'avais abandonné la maison. Ça n'a pas marché. L'ordre est tombé. Ils devaient partir immédiatement. 2 policiers sont restés pour les surveiller pendant que Julien et Meera sortèrent leurs cartons en silence. Meera marmonnant des menaces à voix basse. Quand la porte s'est refermée derrière eux, l'air de la maison semblait encore chaud de leur présence. J'ai verrouillé 2 fois et je suis resté debout dans le couloir, le cœur battant comme si je devais rappeler au mur à qui ils appartenaient. J'ai publié la vidéo sans un mot de commentaire. On y voyait Julien brandir CE BY falsifié, Meera me frappait le téléphone des mains, et moi, ma voix ferme, posée, nommant CE qu'il faisait. Au début, j'ai cru que personne ne réagirait. Mais les commentaires ont afflué. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'ont écrit. Une tante de Californie m'a envoyé un message. « Maintenant, tout s'explique. J'ai toujours compris qu'il y avait une raison à ta disparition. Même des collègues m'ont félicité. Bien joué. Fallait du courage. Meera a disparu des réseaux. Julien est devenu silencieux. Mes parents, eux, n'ont plus posté leur traditionnelle photo de brunch dominical. Leur silence en disait long. Un soir, pourtant, mes parents se sont présentés sur mon perron. Pas d'avertissement.
Pas d'excuses. Julien traverse une période difficile, dit ma mère. Toute cette histoire l'enfonce davantage. Tu as fait passer ton message, ajouta mon père. Tu ne pourrais pas tourner la page? Pour la famille? Je les ai regardés. Et, pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. Je le fais pour la famille, ai-je répondu, celle qui n'a jamais tenté de me voler. Ils restèrent muets. À cet instant, Naomi, ma cousine, se gara dans l'allée. Elle descendit de voiture et se plaça à mes côtés sans un mot. Ce fut la dernière fois que mes parents cherchèrent à me culpabiliser. Ce week-end-là, je fis un double de la clé pour Naomi. Une semaine plus tard, Julien m'envoya un texto, comme si rien ne s'était passé. « On peut parler? C'est à propos des enfants et du loyer. » J'ai accepté de le rencontrer dans l'allée. Il est arrivé seul, les mains dans les poches, le regard fuyant. « Meera ne travaille plus, dit-il. Les enfants grandissent, le lait, les couches. On a juste du mal à suivre. Je ne te demande pas de nous héberger encore. Juste un peu d'argent. Même quelques centaines par mois, ça nous aiderait. » Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert mon tableur. Je lui ai montré la taxe foncière, l'assurance, les réparations déjà payées. Puis je lui ai montré la liste de mes futurs locataires. J'avais commencé à louer le studio du sous-sol à 2 collègues. Discrète, respectueuse, toujours à l'heure pour payer. « Je n'ai pas d'argent à donner, ai-je dit simplement. Je n'ai pas acheté cette maison pour devenir la banque de ceux qui ont tenté de me la prendre. » Julien n'a pas insisté. Il a hoché la tête, les lèvres serrées, et il est reparti vers son camion. Quelques jours plus tard, Meera passa en voiture devant la maison. La vitre ouverte, elle hurla des insultes. « Voleur! Traître! Ordure froide et stérile !» Sa voix résonnait dans la rue. Moi, je restais immobile, derrière le rideau de la cuisine, un torchon à la main. Je l'ai regardé s'éloigner sans bouger. Dans l'après-midi, mes 2 nouvelles locataires arrivèrent avec leurs valises et des sacs de course. L'une d'elles avait préparé du pain et m'apporta une miche encore chaude, sans rien demander en retour. L'autre arrosait la pelouse chaque matin avant d'aller travailler. La maison se transforma peu à peu. Elle n'était plus vide ni envahie. Julien resta seul, debout dans l'allée, tenant son fils par la main. Je ne l'ai pas contacté. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Le divorce fut rapide. Meera disparut, paraît-il en Arizona. Elle ne prit pas les enfants. Julien retourna vivre chez nos parents. D'après CE qu'on m'a dit, il parlait à peine. Mes parents cessèrent d'aller à l'église. Plus d'excuses, plus de photos de repas en famille. Leur silence pesait. Un soir, je m'assis sur mon perron, une tasse chaude entre les mains. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas en colère non plus, juste calme. Fini. Quelques jours plus tard, Julien revint. Cette fois, il ne monta pas sur le perron. Il resta au pied des marches, les mains dans les poches, le regard fatigué. J'ai ouvert la porte sans l'inviter à entrer. Il ne demanda rien. « Je ne suis pas là pour la maison, dit-il. Je sais très bien que ça, c'est fini. J'ai attendu. »« C'est pour Lucas, ajouta-t-il. Il ne dort pas bien chez nos parents. Trop de bruit, trop de monde. Il m'a dit qu'il rêvait d'un endroit plus calme, qu'il lui manquait d'avoir un peu d'espace. » Mon regard se porta vers le camper, rangé sous l'arbre, propre, inutilisé. Je revis les nuits glaciales où j'y grelottais, la couverture tirée jusqu'au menton, persuadé que CES paroi de fortune suffisait à me protéger. Cet abri m'avait appris à survivre quand personne d'autre ne m'avait tendu la main. « Je ne vais pas te le donner, dis-je. »« Je ne te le demande pas, répondit-il. Je descendis les marches et l'emmenai jusqu'au jardin. Je lui dis qu'il pouvait garer le camper derrière la maison, là où je pourrais garder un œil. Mais il y aurait des règles. Pas de visiteurs bruyants, pas d'allées et venues suspectes, pas de séjours prolongés de personnes qu'il ne m'aurait pas présentées en face. J'écrivis tout, le fis signer, et nous enregistrâmes notre poignée de main. Julien n'opposa aucune résistance. Sa voix était basse. « Merci, vraiment. » Je ne répondis pas. Je lui remis les clés et rentrai à l'intérieur. Le soir même, il s'installa. Le lendemain matin, j'entendis le bruit sourd d'un ballon de foot dans l'herbe. Une nuit,
Bien après que les enfants se furent endormis, des bruits étouffés me parvinrent du camper. Je sortis, pensant trouver quelque chose de cassé. À la place, je découvris Julien, assis sur le plancher, les épaules secouées, les mains couvrant son visage. « J'ai tout détruit, murmura-t-il. Je l'ai laissé nous détruire. Et je t'ai laissé sombrer. » Je ne l'interrompis pas. Je ne posai pas la main sur son épaule. Je le laissai parler, vider sa douleur, jusqu'à ce que le silence s'étire entre nous comme un pont que nous savions tous deux impossible à traverser. « Je ne m'attends pas à ton pardon, dit-il. Je voulais juste que tu saches que je vois tout, maintenant. » Je hochai la tête une fois, puis je le laissai seul avec son chagrin. Les jours passèrent lentement. Les enfants restaient de plus en plus longtemps dans mon jardin. Ils arrosèrent les fleurs, dessinaient à la craie sur l'allée, m'apportaient des bouquets improvisés. Ils ne posaient pas de questions. Ils restaient là, tout simplement. Un dimanche après-midi, mes parents vinrent à leur tour. Pas de discours, pas de défense, juste des regards fatigués, humbles. « Nous avons eu tort, dit ma mère. Tu ne méritais pas ça. » Pour la première fois, ils ne demandèrent rien en retour.